Cultination bonjour. Tous les ufologues et amateurs d'ovnis suscitent généralement du scepticisme et un peu de dédain. Dans la vidéo du jour, nous allons voir qu'il arrive pourtant des cas où même les plus sceptiques n'arrivent pas forcément à se prononcer. Comme à l'accoutumée, vous verrez les sources dans la barre d'informations. Allez, commençons par la découverte de la sphère. Le 26 mars 1974, Terry Matthew Betts, un étudiant en médecine âgé de 21 ans, a été appelé pour éteindre un feu de broussailles près de chez lui à Fort George Island en Floride, aux États-Unis. Lorsqu'il débarque sur les lieux, il découvre un objet métallique sphérique qui semblait être à l'origine de l'incendie. L'objet était un orbe métallique, poli et sphérique, avec une forme de triangle allongé gravé sur sa surface qui faisait 20 cm de diamètre et pesait près de 10 kg. Mais ce qui l'a le plus étonné est que malgré le passage des flammes, la sphère était parfaitement indemne et très brillante. Terry Matthew a montré l'objet à ses parents qui étaient tous deux déconcertés par cette découverte. Pensant au départ qu'il s'agissait d'un morceau de satellite ou d'un élément d'un engin militaire, la famille ne s'est pas inquiétée, outre mesure, et a conservé à la maison, sur le rebord de la fenêtre de la chambre de Terry. 2 semaines plus tard, Terry décide de divertir une amie à lui, Teresa Fraser, avec un récital de guitare impromptu dans sa chambre. Il remarqua quelque chose d'étrange. Quelques instants après avoir commencé à gratter sa guitare, la boule métallique a commencé à vibrer comme un diapason et a commencé à émettre un curieux son lancinant en réponse à certaines notes. Ce son était accompagné de ce qui semblait être une résonance inaudible, du moins pour les oreilles humaines, puisque le chien de la famille a commencé à se comporter bizarrement. C'est ce que confirmera Gary Betts, le père de famille, quelques jours plus tard dans l'édition du 15 avril 1974 du Palm Beach Post. Il doit y avoir des ondes à haute fréquence. Lorsque nous plaçons notre caniche à côté du ballon, il gémit et met ses pattes sur ses oreilles. Nous reviendrons sur l'aspect médiatique tout à l'heure. Dans les jours qui ont suivi cet étrange incident, la famille Betts a commencé à remarquer certains autres phénomènes bizarres. Ils ont observé que lorsque l'orbe était poussé sur le sol, il s'arrêtait, vibrait un instant, changeait de direction, souvent plus d'une fois, et revenait invariablement à celui qui l'avait fait rouler en premier. Une fois, l'étrange objet aurait même roulé pendant 12 minutes d'affilée sans une seule pause. Comme si cela n'était pas assez étonnant, Terry et sa famille se sont vite rendus compte que la sphère, défiant toute logique, et semblait sensible aux conditions météorologiques. Par temps clair, elle semblait plus active que par temps couvert, comme si elle était directement affectée par l'énergie solaire. Toutefois, la sphère n'a enregistré aucun changement visuel lorsqu'elle est exposée à la chaleur directe ou à la lumière du soleil. Quand les médias s'en mêlent, le premier appel que Gary Betts était fait au journal local de Jacksonville. Le journal a été intrigué par leur histoire. Le chef éditorial avait envoyé chez les Betts un photographe chevronné, Lon Anger, pour obtenir l'histoire et prendre quelques photos. Lon Anger est un sceptique, mais il fait preuve de conscience professionnelle et accepte la mission. Faut avouer que les années 70 étaient après tout proches du sommet des beaux de la recherche paranormale, donc le chef voulait vraiment faire de la découverte des Betts la une des grands journaux américains de l'époque. Quand Anger est arrivé à la maison Betts, il a été accueilli avec empressement par le père, Gary, qui n'a pas perdu de temps pour lui présenter la sphère. Anger a décrit le moment dans l'édition du 12 avril 1974 du St. Petersburg Times. Je me méfie de ce genre de choses. Quand je suis arrivé là-bas, Madame Betts a dit « Vous ne le croyez pas si vous ne le voyez pas ». C'est à ce moment-là que la matriarche du clan Betts a demandé à Anger, toujours dubitatif, de pousser légèrement le ballon sur le sol. Voici l'événement dans les mots propres d'Anger. Elle m'a dit de le poser par terre et de le pousser. Il a roulé d'un côté et s'est arrêté. Et alors ? Elle a dit « Attendez juste une minute ». Il a tourné tout seul et a roulé jusqu'au serré d'environ 1 mètre. Cela s'arrêta. Puis il a de nouveau tourné et a roulé vers la gauche d'environ 2 mètres, a fait un grand arc et est revenu droit à mes pieds. Anger examina soigneusement la bille d'acier et, comme la famille Betts avant lui, ne put trouver aucune couture ni aucune indication de fabricant à la surface, à l'exception du symbole triangulaire impénétrable gravé sur son côté. Dès que le photographe a désormais confirmé son histoire fantastique pour son éditeur, le journal n'a pas perdu de temps pour publier son récit et en quelques jours, une tempête médiatique d'envergure planétaire a débuté. Tout le monde voulait en savoir plus sur l'objet mystérieux et la famille qui l'avait trouvé. Des journalistes de publications prestigieuses comme le New York Times, le London Daily et des dizaines d'autres journaux du monde entier se sont rendus sur l'île Saint-Georges pour voir cette sphère mystérieuse de leurs propres yeux. Et ce ne sont pas que les journalistes qui se sont mêlés de cette affaire. Les communautés scientifiques et militaires réclamaient également un bon aperçu de cet objet insolite et intrigant. Le gouvernement américain a également été impliqué dans l'affaire. Des représentants du corps des Marines des États-Unis et de la NASA ont contacté la famille Betts, tout comme les enquêteurs sur les ovnis représentant l'organisation de la recherche sur les phénomènes aériens APRO ont également visité la famille.
Les visiteurs arrivaient tantôt excités, tantôt sceptiques, mais repartaient presque tous impressionnés et perplexes par les capacités mystérieuses de la sphère. Un porte-parole de l'US Marine a même été reconnu à la télévision que la balle s'était étrangement comportée en sa présence et qu'il était incapable d'en expliquer l'origine. Un communiqué de presse officiel publié par les Marines a déclaré publiquement que le ballon n'était pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Le rôle de la marine américaine. La famille Betts était habituée aux phénomènes étranges qui se déroulaient autour de leur maison. Mais quelques instants après la découverte, la famille Betts a été contrainte de contacter la base de la marine américaine pour les aider. La sphère, en acier inoxydable de haute qualité, a finalement été examinée par les scientifiques de la base aéronavale de Jacksonville. Les premières tentatives de radiographie n'ont rien donné, car l'objet était trop résistant pour les appareils à rayons X de la marine. Ils ont donc décidé d'utiliser une machine plus puissante et de procéder à des tests au spectrographe pour déterminer le métal dont il était fait. Après un examen approfondi, les scientifiques de la station ont pu déterminer la taille exacte de la sphère, 20 cm de diamètre, et son poids, précisément 9,67966118 kg. Ils ont également découvert que la coque de l'orbe mesurait environ un demi-pouce d'épaisseur et était constituée d'un alliage d'acier inoxydable magnétique contenant du nickel conçu pour des propriétés mécaniques élevées et une résistance à la corrosion. Selon le rapport, il pourrait résister à une pression de 54 tonnes. Les puissants rayons X de 300 kV de l'équipe de la marine ont également découvert deux objets ronds à l'intérieur de la sphère entourés d'un halo de matière d'une densité inhabituelle. Ils ont également noté que la sphère avait 4 pôles magnétiques différents, 2 positifs et 2 négatifs, qui n'étaient pas concentriques. Malgré son magnétisme intense, la marine a conclu que l'orbe n'était pas radioactif et ne semblait pas être un explosif. La famille Betts, cependant, a refusé de laisser la marine couper l'objet pour l'examiner plus finement. Après que la sphère leur ait été restituée, des questions subsistaient sur son origine et son identité. La famille Betts a commencé à envisager sérieusement la possibilité qu'il possédait une véritable technologie extraterrestre ou un dispositif d'écoute extraterrestre. Comme l'appelaient certains de leurs voisins, selon le porte-parole de la marine, Chris Berninger, il y avait effectivement quelque chose d'étrange dans cette sphère, bien qu'il hésite à admettre la possibilité d'une origine extraterrestre. Malgré son opinion sur la sécurité et l'origine de la sphère, d'autres scientifiques qui ont testé la boule d'acier anormale n'étaient pas d'accord avec les vues de Berninger. L'un de ces scientifiques a représenté l'enquête qui a été menée de manière franchement insidieuse. La conclusion du célèbre ufologue Dr J. Allen Hynek. La famille Betts a gardé la sphère dans leur maison, malgré les demandes de nombreux scientifiques et officiers militaires pour l'examiner de plus près. Le Dr J. Allen Hynek, astronome et ufologue de renom, a demandé à la famille de lui envoyer la sphère pour qu'il puisse l'inspecter personnellement dans son bureau à l'université Northwestern à Chicago. En premier lieu, Gary Betts a refusé, craignant que l'objet ne soit saisi ou égaré. En 1974, des experts de la Northwestern University ont également examiné la sphère, mais ont conclu qu'il était trop risqué de l'envoyer à Chicago pour une analyse plus approfondie. Cette décision a été prise après que des rapports sur l'objet aient suscité l'attention de la presse et suscité l'intérêt de nombreux scientifiques et ufologues. Cependant, la famille Betts ne pouvait plus garder la sphère cachée éternellement. Des événements encore plus bizarres ont commencé à se produire. Ils ont commencé à entendre de la musique d'orgue qui flottait dans leur maison, malgré l'absence de tout instrument capable d'émettre ce genre de musique, et encore moins tout seul. Les portes ont commencé à claquer de manière inexplicable à toute heure du jour et de la nuit. Face à ces événements, Terry Betts et sa sœur ont décidé de prendre la sphère et de la montrer aux scientifiques de l'Enquirer lors d'une réunion à la Nouvelle-Orléans. Le docteur Hynek et d'autres scientifiques ont examiné l'objet de près, mais leur verdict était assez inattendu. Hynek a déclaré dans une interview: aucun de ces 5 scientifiques ne pense maintenant que la balle ne soit autre chose que d'origine humaine. Aucun n'ira jusqu'à dire que c'est extraterrestre, a-t-il ajouté. Ils mettraient leur réputation scientifique en jeu. Malgré cela, la sphère de Betts reste un objet mystérieux et fascinant. Sa composition exacte reste inconnue, même si les experts croient qu'elle est d'origine terrestre. La sphère est actuellement conservée dans un lieu sûr et n'est plus au centre de l'attention médiatique, mais elle continue de susciter l'intérêt des amateurs d'ufologie et des passionnés de phénomènes paranormaux. L'analyse du docteur Carl Wilson. Le 13 avril 1974, le docteur Carl Wilson de l'Omega Minus One Institute est rendu à Bâton Rouge pour examiner une sphère découverte par la famille Betts. Pendant plus de 6 heures, il a examiné la sphère et a découvert des ondes radio diffusées de celle-ci ainsi qu'un champ magnétique l'entourant. La marine avait également confirmé la présence de plusieurs pôles dans la sphère. Le Dr Wilson a constaté que la densité de flux du champ magnétique fluctuait en puissance selon un schéma inconnu, ce qui défiait les lois de la physique connues. De plus, le métal qui composait la coque de la sphère, bien qu'il ressemble à de l'acier inoxydable, contenait un élément inconnu qui le rendait légèrement différent de l'acier.
Il a également observé la capacité de la sphère à se propulser sur des surfaces et à changer brusquement de direction, mais il n'a pas pu déterminer un schéma dans le mouvement ou expliquer comment cela était possible. Une théorie avancée était que la sphère pourrait être une sonde extraterrestre endommagée ou un dispositif antigravitationnel. Mais il n'y avait toujours aucune certitude permettant de résoudre le mystère de la sphère. Toujours en quête de réponse, la famille s'est finalement laissée convaincre par l'APRO qu'ils étaient en possession de preuves de l'existence d'une intelligence extraterrestre et en mesure de gagner la récompense de 50 000 $ du National Enquirer. L'analyse de l'organisation de recherche sur les phénomènes aériens, APRO. En effet, dans les années 70, les publications populaires dans le National Enquirer ont commencé à s'intéresser à des sujets tels que la cryptozoologie, l'ufologie et le surnaturel, principalement pour augmenter leur marge bénéficiaire. En 1972, le National Enquirer a proposé un prix de 10 000 $ pour la meilleure preuve scientifique de l'existence des ovnis et a augmenté la somme à 1 million de dollars. En 1976, pour la première personne qui pourrait prouver qu'un ovni venait de l'espace extra-atmosphérique et n'était pas un phénomène naturel. Pour prouver la désignation de leur offre de prix, le National Enquirer a assemblé un groupe d'experts surnommé le Blue Ribbon Panel, composé de scientifiques réputés, de membres de la Cour suprême et d'organisations telles que la PRO, le MUFON et le NICAP. Ce panel se réunissait une fois par an pour désigner les cas les plus légitimes de rencontres d'ovnis signalés au cours de l'année délivrée et examiner toute preuve scientifique associée. La sphère est rapidement devenue le centre d'attention lorsqu'elle a été soumise à une nouvelle batterie de tests le 20 avril et 21 avril 1974. Les résultats des tests ont confirmé ce que les chercheurs de l'Institut Omega-1 et de la Marine avaient déjà révélé sur la sphère, y compris le fait qu'elle agissait comme un transpondeur audio. Cependant, ils n'ont pas pu déterminer l'origine de l'orbe. Bien que les membres du panel fussent intrigués par l'objet, le fait qu'il n'avait aucun lien direct avec une observation d'OVNI a annulé toute possibilité que les Betts gagnent la récompense de 50 000 $. Dans ce panel, il avait un collègue du Dr Hynek qui a commencé à s'intéresser particulièrement à la sphère, le Dr James Albert Harder. Le Dr James Albert Harder, professeur émérite de génie civil et hydraulique à l'Université de Californie à Berkeley, était devenu de plus en plus intrigué par les rapports qu'il lisait concernant la sphère de Betts et était évidemment ravi de l'opportunité d'examiner l'objet de première main. Après le concours du National Enquirer, les Betts lui ont permis d'examiner personnellement le globe. Le Dr Harder a indiqué que la radiographie de la sphère devrait présenter une forme en beignet. Mais comme je vous l'ai précisé précédemment, les rayons X de la marine ont révélé les deux sphères internes plus denses que la coque en acier inoxydable. Cela suggère que le poids essentiel provient du matériau interne et que la coque pourrait être plus fine que prévu. Mais cela paraît totalement fou. Comme l'a présenté le Dr Harper dans une annonce faite au Congrès international sur les ovnis à Chicago le 24 juin 1977, sur la base de ses études aux rayons X, que les deux sphères internes sont constituées d'éléments beaucoup plus lourds que tout ce que la science connaît. Alors que l'élément le plus lourd jamais produit dans n'importe quel réacteur atomique ici sur Terre a un numéro atomique de 105, et que l'élément le plus lourd se produit naturellement sur Terre est l'uranium, avec un numéro atomique de 92, Harder prétend avoir déterminé que la sphère de Betts a des numéros atomiques supérieurs à 140. Si l'on devait forer dans la sphère, a-t-il affirmé, peut-être que les masses deviendraient critiques et exploseraient comme une bombe atomique. Autour de James Dorling Jones. Une autre hypothèse de l'origine terrestre de la sphère est née avec un sculpteur du nom de James Durling Jones, qui affirme avoir perdu l'orbe lorsqu'il est tombé du toit de son bus Volkswagen alors qu'il traversait la région de Jacksonville vers Pâques 1971 en rentrant chez lui à Taos, Nouveau-Mexique. Durling Jones a affirmé qu'il avait obtenu les sphères de valves industrielles d'un ami anonyme qui s'était procuré les objets illégalement. Il en a en outre affirmé que les cliquetis que les Betts prétendaient entendre dans la sphère étaient dus au fait que la société qui l'avait fabriqué avait percé des trous dans l'objet permettant à des copeaux de métal de tomber à l'intérieur avant de les refermer. Cela semble aller à l'encontre du fait qu'aucun des experts qui ont examiné l'orbe n'a remarqué de marques de soudure et que les rayons X semblaient révéler des structures distinctes à l'intérieur de l'objet. Son témoignage est en outre remis en cause du fait que l'artiste, apparemment dans un effort pour protéger son ami et ses activités illicites, a refusé de nommer l'entreprise qui fabriquait ces sphères, ce qui aurait pu mettre en terme à toute l'affaire une fois pour toutes pour tous. Il n'y a à ce jour eu de réponse satisfaisante à ce mystère, à cette énigme, car la sphère de Betts a été perdue depuis longtemps, puisque la famille détentrice a voulu s'isoler finalement des caméras. Et en attendant, nous voici au terme de la vidéo du jour. Quelle est votre théorie par rapport à l'origine de la sphère de Betts? N'hésitez pas à répondre en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.